Donc aujourd'hui, on va vous parler à trois voix sur un projet qui a été développé dans le cadre d'une collaboration entre un laboratoire académique et puis un grand groupe industriel, Safran pour ne pas le nommer, sur un projet qui s'est étalé sur plusieurs années parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour intégrer les bonnes questions, pour pouvoir se comprendre, etc. et pour avancer de façon incrémentale sur pas mal de sujets. Donc autour d'un système d'assistance à la maintenance industrielle. Donc ce qu'on a appelé le compagnon virtuel, enfin ce qu'on appelle le compagnon virtuel de maintenance, parce que c'est un projet qui est encore en cours. Alors on va peut-être faire les présentations. Donc moi je m'appelle Frédéric Mérienne, je suis professeur aux arts et métiers. Alors Francis Rossignol, j'étais Safran il n'y a pas si longtemps en charge de la feuille de route usine 4.0 et maintenant je suis consultant indépendant et je travaille beaucoup pour les arts et métiers. Et Quentin Loiseau, donc là, je travaille chez Safran et je suis expert et référent sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Voilà, donc on va commencer par la première slide, merci. Donc l'idée en fait de ce projet, on vous expliquera un petit peu après comment ça s'est déroulé au niveau du timing, au niveau du déroulé, mais les enjeux tels qu'ils avaient été exprimés au départ du projet quand on a commencé à discuter ensemble étaient liés en fait à la complexité des systèmes industriels. Le fait que l'opérateur de maintenance n'avait pas forcément de façon assez facile accès à... Enfin, il avait accès aux informations, mais c'est des informations assez complexes à gérer. Donc, il y avait quand même besoin de compétences techniques et puis d'expériences très pointues. Et un deuxième enjeu, justement, lié aux compétences, c'était le fait que le transfert de compétences entre compagnons de maintenance, puisque c'est un peu aussi le terme consacré au niveau de ces métiers-là, n'était pas forcément si facile à assurer. Voilà. Donc on a démarré avec un projet de stage d'ingénieur de troisième année. Donc en l'occurrence, c'était Quentin qui était aux manettes à l'époque. C'était il y a 8 ans, hein, donc c'est un projet de longue haleine, pour commencer à débroussailler un peu le terrain. Et ça nous a amené, au cours des années, à définir une approche qui consistait en fait, qui consiste, parce que c'est un projet en cours, à mettre en place un jumeau numérique de l'humain. Alors on n'est pas sur le jumeau numérique du système, on est sur le jumeau numérique de l'humain, de façon à pouvoir, par analyse du comportement de l'opérateur en maintenance, d'arriver à modéliser de façon la plus fine possible par rapport aux besoins concrets de l'opération, de pouvoir créer un jumeau digital, un jumeau numérique qui puisse avoir cette capacité de modèle, de comprendre et d'empathie, on va dire, avec l'opérateur, de façon à pouvoir lui apporter les informations juste nécessaires pour son travail, donc lui apporter une assistance. Donc là, on est sur des technologies qui étaient au départ très focalisées sur réalité augmentée. On s'est rendu compte que avec la quantité de données complexes qu'on pouvait récupérer sur le comportement, il nous fallait des outils plus, qui nous permettaient de modéliser au mieux ce compagnon virtuel. Et donc on s'est évidemment tourné vers l'intelligence artificielle pour permettre une intégration finalement de cet ensemble de données qu'on pouvait récupérer. Donc après on pourra répondre aux questions sur les aspects plus d'intégration et de développement si nécessaire. Aujourd'hui on est sur un projet, donc après là on est sur la 3e thèse de doctorat sur ce sujet-là qui va bientôt se terminer à travers un projet ANR. Qui associe non seulement Safran Air et Métiers, mais en l'occurrence Diota, qui a été intégré dans Dassault Systèmes il y a quelques années, et puis l'Université de Bourgogne-Europe, qui est un partenaire qui apporte des compétences en sciences cognitives pour nous aider à mieux comprendre en fait le comportement humain. Et donc en fait les problèmes sur lesquels on essaie d'apporter des solutions, c'est de répondre à la question sur comment évaluer le niveau d'expertise de l'opérateur de façon à lui apporter ensuite les informations dont il a besoin, donc en fonction
de ses compétences initiales par rapport au contexte, à son contexte, et puis de détecter aussi dans quelle mesure il a besoin d'une assistance. Et en fait, ce besoin d'assistance, il peut aussi bien s'opérer sur un opérateur novice que sur un opérateur plus expert. Donc on a vraiment séparé finalement les questions en deux, et les deux sont complémentaires. Voilà, c'est vers ce quoi on est en train de tendre en termes d'approche, quoi. Du coup, je vais peut-être passer la parole à Quentin pour l'aspect plus intégration industrielle. Oui, merci Frédéric. Donc l'objectif pour la suite, ça va être de faire donc, voilà, ce transfert des labos vers le milieu industriel en adoptant une démarche donc, étape par étape sur différents axes de travail. L'objectif, c'est de réussir à embarquer donc, toutes les parties prenantes autour de ces sujets-là. Donc le premier axe, et donc qui est très important, ça va être l'adhésion des utilisateurs. C'est un outil qui va venir les aider dans leurs tâches de tous les jours. Il faut que ça soit pertinent pour eux. Et donc on a un travail très fort à faire avec eux pour s'assurer que ce qu'on va mettre en place va bien réagir, bien interagir avec eux pour pouvoir apporter donc, la bonne information au bon moment en fonction de ce qu'on aura détecté. Le deuxième point qui est très important, c'est les cas d'usage sur lesquels on va démarrer. Il y a plusieurs types d'activités sur lesquelles on fait de la réalité augmentée. Donc on en utilise notamment pour de l'inspection, donc pour servir de lien entre la pièce réelle et la maquette numérique, pour donc assurer une continuité descendante et remontante des données dans nos opérations. Donc là, la réalité augmentée a plutôt un rôle de lien entre le terrain et le numérique. Les cas où on prévoit plutôt de mettre en place le compagnon de maintenance virtuelle, ça va plutôt être sur peut-être plus des opérations de montage où donc il y a énormément de manières d'apporter de l'information à l'utilisateur, et chaque opérateur va avoir une manière un peu différente de travailler, une affinité avec différents contenus. Donc c'est là qu'on va avoir besoin d'un contenu adapté, propre à chacun de ces utilisateurs. Et donc le dernier volet, c'est le volet technologique, c'est comment on va mettre ça en place. Et là aussi, donc l'objectif, c'est d'être transparent au niveau de l'utilisateur. Donc ce qu'on prévoit de faire, donc c'est un lien, un module donc d'interface entre la solution de réalité augmentée qu'on a aujourd'hui, donc qui est le DAE Player, et la brique Vimaco. Donc cette brique Vimaco va permettre de fournir une entrée supplémentaire au système pour donc comprendre comment la tâche est réalisée, à quel moment l'utilisateur a besoin d'assistance, et pouvoir donc derrière piloter le contenu à l'intérieur de l'application de réalité augmentée. Donc, pour faire ça, on va prévoir donc des gammes de travail où on va intégrer l'ensemble des informations qui peuvent être utiles pour réaliser la tâche. Donc, j'en ai listé quelques-unes ici. Donc, les modèles 3D, des alertes, des étiquettes, des images, des vidéos. Et donc au démarrage, masquer l'ensemble des informations, garder uniquement l'essentiel, et confier à la partie au module avec Vimaco la possibilité de venir rajouter des éléments ou en enlever au fur et à mesure en fonction de comment se déroule la tâche. Donc voilà un peu ce qu'on prévoit un peu pour la suite. Et pour parler du futur, j'ai laissé la parole à Francis. Ok. Alors déjà, je vais revenir un petit peu sur le passé. Le passé, c'est 2017, comme on l'a bien dit. À l'époque, j'étais directeur de tout ce qui est usine 4.0 chez Safran, et je m'occupais beaucoup de réparation. On appelle ça le MRO. Le contexte de départ, c'est dans la vraie vie. La réparation aéronautique est dirigée définie par des manuels de maintenance très normés, mais qui sont inexploitables en atelier. Donc on avait l'idée de départ, c'était qu'on pourrait utiliser la réalité augmentée pour accompagner les opérateurs dans l'atelier, pour mettre en œuvre ces logiques de réparation qui permettent de certifier les produits après réparation. Ça, c'est le point de départ.
avec une population d'opérateurs d'ateliers avec du turnover, dans un savoir-faire qu'il fallait aussi maintenir sur la durée. Donc voilà le point de départ. Donc c'était le stage de Quentin. Et ce qui a bien marché finalement, c'est ce partenariat avec Safran, puisque je l'ai accompagné en thèse. On a formé une autre personne du même profil d'ailleurs, et les deux ont été embauchés très rapidement d'ailleurs. Donc c'est des profils qui maîtrisaient le process, hein, c'est des mécaniciens, et qui avaient acquis cette compétence digitale qui permettait de transposer, de faire des choix de technologie, mais par rapport au cas d'usage. On a même coécrit d'ailleurs un white paper qui a été publié par Diota, hein, maintenant Dassault Systèmes, qui explique cette méthodologie, comment réussir un cas d'usage, c'est-à-dire choisir avec l'atelier, le déployer avec l'atelier, et si au bout du bout, l'atelier dit ça ne marche pas, ça nous est arrivé, on a fait des POC, on a arrêté, il y a d'autres cas qui ont marché, qui sont déployés, pour aller voir sur le stand que tient Quentin, une application de réalité augmentée à usage d'inspection des trains d'atterrissage. On a passé le stade du POC. Alors, je suis un peu frustré parce qu'il y a encore une étape à franchir, je vais en parler, pour traiter tous les défauts. Ça s'inscrit. Voilà, donc je voulais souligner d'abord ce partenariat gagnant. Il y a eu Safran, mais il y a aussi Diota, hein, qui était un des acteurs avec des briques technologiques, et maintenant Dassault Systèmes. Ça a bien fonctionné. Voilà, premier point. Deuxième point, ce qui a été fait s'inscrit dans une approche, vous avez le schéma là, c'est ce que j'appelle l'opérateur 4.0, on dirait plutôt 5.0 maintenant, puisque la dimension sociétale intervient dès lors qu'on veut réduire la pénibilité de l'opérateur. On est déjà un pied dans le 5.0. Et donc là, mettre à disposition de l'opérateur les bonnes informations au bon moment, c'est déjà la base. On parle de MES, etc., de continuité numérique, qui est une dimension très importante dans l'aéronautique. Et on a rajouté une brique réalité augmentée là où ça avait du sens. Parfois, une simple vue 3D, ça suffit. Il ne faut pas en mettre partout. Donc ça s'inscrit dans cette logique d'opérateur augmenté, assistance cognitive. Et quand on fait ce travail-là, c'est tout le travail qui a été fait a montré, toute l'expérience qu'on a eue a montré que l'assistance doit être adaptée au profil de la personne. Parfois, on a mis en œuvre des solutions de réalité augmentée. L'opérateur expert, à un moment donné, il ne regarde plus. Le risque, par contre, il ne regarde plus, mais si on change un couple de serrage, il passe à côté. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre l'opérateur débutant, où il faut dire petit a, petit b, petit c, parce qu'il apprend, finalement, et à un moment donné, l'opérateur, en fonction de son degré de compétence, son expertise acquise, on peut réduire le contenu et le rendre plus précis, enfin plus ciblé par rapport à sa réelle compétence. Auquel cas, il sera plutôt tenté de suivre. Ça, c'est la vraie vie, en fait. Donc voilà. Donc l'étape suivante après Vimaco, c'est pour ça qu'on parle de jumeau numérique de l'humain, c'est-à-dire aussi modéliser quelque part le comportement de la personne, sa réaction par rapport à sa situation de travail. Donc faire en sorte qu'il ait vraiment le contenu adapté à son profil, mais aussi il y a des enjeux de pénibilité derrière. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Chez Safran, vous avez 70% des heures de manufacturing qui sont des opérations manuelles. Donc il y a un gros projet d'ailleurs qui s'est dessiné pour dire il faut qu'on trouve des solutions. On robotise où on peut, mais d'autres fois ça reste manuel. Et il faut trouver des solutions pour accompagner l'opérateur. Et c'est là que rentre dans l'usage de ce qui a été développé avec Vimaco. Moi, l'étape suivante, c'est clairement de pousser plus loin que l'on l'a fait jusqu'à présent, l'intelligence artificielle. Alors c'est parfois le computer vision, hein, c'est de l'IA, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Pour assister l'opérateur dans la prise de décision par rapport à des images d'inspection. Hein. C'est un peu l'étape suivante que je n'ai pas eu le temps de mettre en œuvre parce que je suis parti, mais quand on inspecte les défauts, on parle de défauts cosmétiques, la réalité augmentée a atteint ses limites. Donc il faut y associer une brique d'intelligence artificielle pour aider l'opérateur dans sa prise de décision. Ça, c'est un exemple concret d'utilisation de l'IA. Mais on peut aller plus loin, donc je pense que le Vimaco, il y aura une suite. Hein. Et je pense que ça pourrait aller au-delà de partenariats. Safran, je pense qu'il y a encore dedans pour un certain temps, mais je pense qu'il y a d'autres industriels qui sont dans des problématiques un peu similaires, de produits complexes assemblés, de turnover, d'opérateurs, etc. C'est les mêmes environnements. J'ai fait une étude il n'y a pas si longtemps pour un industriel dans le naval et la défense et qui m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait transposer comme problématique. Les cas d'usage se ressemblent finalement.
Donc il y a des choses qu'on a fait dans le monde de l'aéronautique qui sont parfaitement transposables et on trouve les mêmes sujets. Donc je pense que j'invite ceux qui voudraient rejoindre ce projet-là. Moi, je vois ce que j'ai tiré de ce partenariat avec un académique. Moi, ça m'a fait avancer très vite. Et en plus, on s'est constitué un vivier de candidats de bons profils. Les 2 thésards que j'ai formés, ils ont été embauchés chez Safran à 8 jours. Donc on est content de les avoir gardés. Voilà, c'est aussi cet enjeu-là, c'est former les compétences des gens qui aient cette compétence hybride, connaître les process industriels, la physique, mais aussi acquérir cette compétence digitale. On fait sur la réalité augmentée, on peut faire le même raisonnement sur l'intelligence artificielle. Donc ceux qui ont cette compétence-là, je dis ça aux jeunes, là, vous allez vraiment faire la différence parce que les entreprises ont besoin de ça pour passer à l'échelle. Tous les POC, faire un POC, c'est facile. Passer à l'échelle, le déployer de manière industrielle, avec des retours sur investissement, c'est une autre histoire. Donc il faut des gens qui comprennent la physique, qui sachent faire les bons choix de cas d'usage, qui sachent accompagner les opérationnels pour que ça aboutisse, que ça rende vraiment les services. Voilà, j'ai pas été trop long. Je peux continuer si vous voulez. Ouais. Merci pour la présentation. J'avais une question sur un projet qui a duré un certain temps et il y a eu des évolutions techniques et technologiques entre-temps. Quels sont les conseils que vous donnerez pour mener un projet? Est-ce qu'il faut tout casser au milieu et recommencer sur de nouvelles technos ou est-ce qu'on reste? Enfin, quels ont été les impacts finalement de l'apparition, on va dire, de l'IA générative pour parler d'elle, même s'il faut un peu moins en parler, mais même des développements des dispositifs de XR qui ont été de mieux en mieux cette décennie? Non, je peux essayer de répondre, mais oui, alors effectivement, ça peut être une difficulté. Et on est effectivement en veille constante sur les technologies. Et nous, sur ce projet-là, l'approche a été vraiment de mettre l'humain au centre du système. Et du coup, s'il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui permet de mieux comprendre comment ça se passe, pour nous, c'est du plus, quoi. Donc on n'était pas bloqué sur cet aspect, au contraire, finalement, par rapport à ça. On n'était pas en train de développer un système de réalité augmentée avec des composants, du soft, etc. C'était pas du tout ça l'enjeu. On était plus intégrateur et essayer de comprendre un peu mieux comment ça se passe. Ouais. Je peux faire passer le micro s'il y a d'autres questions. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Une question concernant l'assistance adaptée. Comment vous dimensionnez justement cette notion d'adaptation de la connaissance que vous apportez en fait à l'opérateur et sur quoi vous basez l'évaluation de l'expertise de l'opérateur pour lui apporter une assistance adaptée justement? D'accord. Donc c'est moi qui réponds. Donc en fait, on a... Alors ça faisait partie d'une demande initiale du partenaire industriel de dire il ne faut pas que la personne soit instrumentée, évidemment. L'opérateur, il est libre de ses mouvements. Il ne faut pas qu'il se sente surveillé non plus. Donc ça fait partie des choses qu'on pourra discuter aussi parce qu'il y a des aspects éthiques qui ne sont pas négligeables. Mais l'idée, c'était d'essayer d'analyser par le mouvement de l'opérateur lui-même quels sont à la fois ses besoins en termes d'assistance, donc typiquement sur des gestes d'hésitation, des choses comme ça, ou quels sont et puis l'autre information dont on avait besoin, c'était quel est son niveau d'expertise dans l'opération. Donc s'il est très à l'aise pour faire l'opération, on peut, en analysant ses mouvements, déduire ou essayer d'intégrer le fait qu'il soit plutôt expert, comparativement à quelqu'un qui hésite entre deux outils, par exemple, ou là c'est peut-être plutôt un novice. Donc ça nous donne des informations potentiellement sur son niveau d'expertise. Et après, en fonction du niveau d'expertise, donc on essaie de classifier les gens en 3 niveaux d'expertise, on va dire, entre novice, intermédiaire et expert. Et puis à chacun de ces 3 niveaux, on associe des retours d'informations potentiels, soit des vidéos, soit une gamme complète avec effectivement la séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit un schéma plus descriptif avec des flèches pour aller plus vite pour quelqu'un qui est un peu plus expert. Voilà typiquement un peu le genre de choses
qu'on a en boutique, entre guillemets. Et encore une fois, le besoin d'assistance, il peut se faire à tout niveau. C'est-à-dire, on peut très bien être expert et avoir besoin d'assistance. Donc, en fonction de dès qu'on a déterminé ce besoin, on va déclencher finalement la bonne information, quoi. Voilà l'approche qu'on a prise. Mais évidemment, je pense que tout ça, ça va aussi évoluer en fonction de ce qu'on verra sur le terrain. Parce qu'on va s'adapter aussi, il y aura peut-être des besoins nouveaux. Enfin, on ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore non plus beaucoup de retours d'informations, enfin, beaucoup de recul par rapport à ça. Mais Je compléterai que c'est aussi des exigences réglementaires dans pas mal de métiers, des matrices de compétences. Vous ne pouvez pas être agréé dans un atelier de réparation aéronautique si vous ne pouvez pas démontrer que la personne a pratiqué un certain nombre de réparations sur un équipement donné, auquel cas il rentre dans la matrice de compétences. Il a le droit de... on a le droit de... Et après, il y a ceux qui valident la réparation, hein, qui donnent le certificat de navigabilité. Je pense dans d'autres métiers, comme le nucléaire, etc., il y a les mêmes problématiques. Donc ça permet aussi de factualiser, enfin de donner des éléments plus objectifs sur la compétence de la personne, au-delà du nombre de fois qu'il a réparé le même produit, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une petite question concernant le déploiement et comment vous avez fait ce projet. Est-ce que le volet cybersécurité a été intégré ou comment vous le voyez? Parce que ça peut être un frein aussi à l'innovation. La cybersécurité, c'est une contrainte comme j'ai eue et il faut faire avec. C'est pas que pour ce projet-là, hein. Je veux dire, d'une manière générale, dès qu'on parle de collecte de données, de lien entre le monde de l'informatique industrielle, l'OT, le monde de l'IT, je peux vous dire que chez Safran, j'ai eu affaire à des contraintes très dures, mais ça demande des architectures pensées. Donc il vaut mieux le prévoir dès l'origine. Dès qu'on parle de continuité numérique, qui est une exigence pour faire le lien entre le modèle du produit, le process qui est défini dans le PLM, hein, et puis faire en sorte qu'on lance le programme de réalité augmentée pertinent par rapport à la configuration sur laquelle on travaille en cliquant le lien sur le MES. C'est la même chose qu'un programme d'usinage de commande numérique, hein. C'est assurer qu'on lance bien le bon programme. Donc ça demande une intégration de bout en bout et des schémas d'architecture qu'il faut travailler. Sinon, si on traite le problème trop tard, on risque d'avoir un blocage ou des attaques, tout simplement. Donc c'est quelque chose qu'il faut... moi, j'avais comme approche, en général, de faire un site pilote. On fait une architecture de référence, ça prend du temps, mais il faut prendre ce temps-là. Et après, c'est copier-coller pour ne pas refaire les études d'architecture chaque fois sur les sites. Il y en a qui font ça, mais ils perdent beaucoup de temps comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, du coup. Alors, on peut le déployer de manière standalone dans l'atelier en utilisant une bibliothèque de programmes de réalité augmentée sans se connecter au PLM, auquel cas les problèmes de cybersécurité ne sont pas les mêmes. Ça reste en mode local. Mais si on veut vraiment tirer tout le parti de la continuité numérique, je pense qu'à un moment donné, il faut se connecter avec l'environnement du PLM. Et c'est là que les schémas d'architecture doivent être travaillés. Donc, je pense que sur le projet que montre Quentin, l'inspection des trains d'atterrissage, on avait réussi à faire ce niveau d'intégration. Mais ça a pris du temps, hein. Oui, effectivement. Donc, pour ce cas-là, en fait, les logiciels qu'on utilise, c'est des logiciels qu'on a référencés, qu'on a validés, qui sont au standard côté Safran. Et donc, on va pouvoir déployer facilement donc, d'une entité à une autre. Merci beaucoup. On arrive au terme. Peut-être, soit c'est une question extrêmement rapide, soit on va devoir enchaîner, auquel cas je vous inviterai à poser la question directement sur le stand de Safran ou des Arts et Métiers. Allez, on l'accorde. Donc bonjour et merci pour la présentation. Donc rapidement, vous avez parlé en fait des informations que l'opérateur a accès. En fait, comment vous garantissez la mise à jour de ces informations en temps réel, surtout pour les nouveaux projets qui sont toujours en modification?
En fait, c'est au niveau de la préparation de la gamme des opérations de travail. On a dans la mise en place donc d'une opération, des instructions de suivi, des procédures pour mettre à jour les contenus, ce qui est d'autant plus facile avec du contenu numérique. Et comme le disait Francis, il y a des exigences réglementaires, donc il y a des éléments qu'on va devoir identifier comme étant obligatoires à afficher à l'utilisateur, et d'autres qu'on va conditionner au niveau des aisances observées sur la tâche. La continuité numérique, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on descend, on fait en sorte que quand l'opérateur poste de travail, il a sa gamme opératoire, l'ordre de fabrication sur lequel il travaille, le part number sur lequel il travaille, il va cliquer sur un lien et on est sûr que c'est la bonne référence du programme de réalité augmentée comme un programme d'usinage, comme un numérique. Et je dis que c'est dans les deux sens, c'est qu'il exécute l'inspection, par exemple, on enregistre les résultats, mais les résultats, ils sont chargés dans le dossier de fabrication, dans la traçabilité aussi. Et ça, c'est très important. Ça, c'est le côté retour d'information. Merci beaucoup, on va devoir s'arrêter là. Merci pour vos interventions à tous les trois.